Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être parmi nous, ce matin. Je suis, Manal Selmi, Product Owner chez OnePoint et je suis accompagnée de Yann. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Yann, associé également chez OnePoint, au sein de la tribu Product. Je vais accompagner Mana ce matin, dans l'animation de ce Wake Up Café, notamment sur la partie klaxon. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un Wake Up Café est un rendez-vous bimensuel de 30 minutes, qui nous permet d'échanger autour des sujets, liés au product management, dans le but d'enrichir et renforcer la boîte d'outils, d'un PO, d'un PM et de tous les product lovers, sur diverses thématiques. Durant les derniers épisodes, nous avons vu, quels étaient les parcours pour devenir, product owner et quelques conseils à adopter lorsqu'on débute en tant que PO. Et pour clôturer ces thématiques, nous traiterons aujourd'hui, le dernier épisode de la série, qui est la posture, de product owner en grande entreprise. Si tu débutes en tant que PO et que tu souhaites t'intégrer au mieux, dans le contexte d'une grande entreprise ou si tu as des questions, au sujet de la posture, en tant que PO, ça tombe bien, ce Wake Up Café est pour toi. Cet épisode sera un peu, différent des précédents et sera sous un format inédit d'open talk. Il sera sous forme de questions-réponses et vous aurez donc l'opportunité, de poser des questions et des experts du produit y répondront en direct. Pour mener à bien ce Wake Up Café, je vais juste vous demander de couper, vos micros, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais rapidement, vous expliquer le déroulé de ce Wake Up Café. Alors, nous avons créé un klaxoon. Nous avons créé un klaxoon sur lequel vous aurez la possibilité d'écrire vos questions, sur, des post-it, juste ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec klaxoon, il suffit juste, de cliquer ici, de mettre la question que vous voulez et de l'envoyer, voilà. Et comme nous n'avons pas suffisamment de temps pour aborder toutes les questions, nous allons procéder par vote. On répondra aux questions qui ont reçu le plus de votes. Donc il suffit juste de liker, les post-it en question. Donc pour liker un post-it, il faut juste mettre un cœur ici. Et ensuite, vous aurez 2 minutes pour voter et les intervenants vont répondre aux questions dans ce sens. Si vous estimez qu'on a répondu à la question, donc mettez un cœur, sinon levez la main, pour qu'on réaborde d'autres questions. Une fois qu'on a répondu aux questions, nous allons, procéder au vote, des prochains sujets et aux prochaines thématiques que vous souhaiterez qu'on aborde, durant les prochains Wake Up Café. Donc ça sera juste ici. Vous aurez aussi, l'occasion de rajouter des post-it juste ici. Et avant de nous quitter, on aimerait bien, que vous preniez le temps de nous laisser un petit feedback, donc juste ici, parce que ça me fait plaisir de savoir ce que vous pensez des Wake Up Café. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes, pour, écrire, les questions, juste ici. On a déjà proposé quelques questions, s'il y en a qui vous plaisent, vous pouvez juste les liker. Sinon, je vous laisse, le temps d'en rajouter d'autres. Merci Manal. Donc Yann, ouais, tu peux lancer le chrono. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et, euh, et on y répondra dans 5 minutes. Ouais.
Bah, là, tu peux peut-être déjà, en attendant que du coup, d'autres questions soient posées, tu peux peut-être déjà parcourir celles qui ont été posées dans le klaxon. Oui, donc là, pour l'instant, je vois qu'il y a 3 likes pour, 2 questions. Donc, la première question, c'est, la prise de décision dans une grande entreprise. Comment réussir à ne pas se faire, influencer par des contraintes, plus projet que prédu produit? Donc, tout ce qui est lié à la pression de temps, le budget et qui ne permettrait pas de prendre la meilleure décision pour le produit. Donc, qui souhaite intervenir? Non, non, je te disais, en attendant que du coup, d'autres questions soient posées, on peut reparcourir toutes les questions comme ça OK. ça OK. permet de prendre, Donc comment connaissance. on a une autre question, donc comment gérer la résistance au changement de la part des parties prenantes ou des équipes de développement? Comment communiquer efficacement et avec un impact dans une grosse structure? Comment onboarder facilement sur un projet complexe avec un lourd legacy? Le PO 3.0 doit-il être aussi un PO UX ou vaut-il mieux s'appuyer sur des experts UX au sein de l'entreprise? N'hésitez pas à rajouter d'autres questions. Et si jamais vous avez des problèmes de connexion à Klaxoon, vous pouvez aussi laisser des questions directement sur le chat. Je peux faire un copier-coller, dans ce cas-là. On a une autre question. Dans une autre grande entreprise, comment convaincre les sponsors de mettre en place du discovery et une user search plutôt que de se contenter de créer des user stories sur des sujets proposés par le sponsor? On a une autre question. Comment s'intégrer à une équipe dans laquelle il y a déjà des tensions ancrées depuis longtemps? Très bonne question. Souvent, en grande entreprise, le PO peut se retrouver coincé entre les métiers et les MMA. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour ne pas être pris en sandwich? Avez-vous des conseils pour des PO qui partagent l'équipe avec d'autres PO? Il reste, moins d'1 minute. N'hésitez pas à poser d'autres questions, bon, même s'il y en a déjà assez. Bon. Du coup, heu, il y a 2 questions qui ont reçu 4 likes. La première question, c'est la prise de décision dans une grande entreprise, comment réussir à ne pas se faire influencer par des contraintes, plus projet que produit, qui ne permettraient pas de prendre, la meilleure décision pour le produit? Est-ce que quelqu'un souhaite, y répondre? Je vais me lancer si personne n'y va. Ah, vas-y, Clément. Oui. Vas-y, vas-y, je rebondirai. Attends, vas-y. Je suis chaud pour rebondir sur ce que tu veux dire.
Bonjour à tous. Clément Ladli, du coup, je travaille également chez OnePoint dans la tribu Product. La question, elle est particulière parce que on parle de projet versus produit, on parle également de temps et de budget. Il faut savoir que quand on fait du product management en grande entreprise, les notions de temps et de budget, elles sont quand même à prendre en compte, hein. C'est pas, on n'est pas dans le product, on innove chaque jour et puis on verra. L'idée, c'est justement, au contraire, de travailler plutôt à temporalité et à budget constant et d'essayer d'en tirer le maximum de valeur. L'approche produit, elle va plutôt être là. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre en compte ces notions-là, se dire qu'un modèle peut être capacitaire ou autre, et se dire j'ai une temporalité et j'ai un objectif qui, pour telle période de temps, avec tel budget, donc budget qui peut être ressources ou autre, je dois en tirer le maximum de valeur. Je dois produire le maximum de valeur avec ce que j'ai. Contrairement à un projet où c'est plutôt je dois produire tel périmètre et après j'adapte, soit ça dure un peu plus longtemps, soit ça coûte un peu plus cher, soit je mets un peu plus de ressources. Je sais pas si ça répond exactement, je laisserai les autres compléter, mais voilà un petit peu le point particulier là-dessus. Moi, j'aurais un petit complément. Sur la partie initiale, pour éviter de tomber dans la contrainte, surtout quand tu as en face des clients, des key users qui expriment beaucoup de contraintes, c'est d'essayer de les amener à poser une vision et des attentes et après revenir aux contraintes. Merci. Et je te rejoins. Alors, je ne voyais pas qui parlait, mais à la voix, je dirais. C'était Marie-Léna, Marie-Léna. pardon. Ouais. Oui. Donc c'est Tim. Je suis désolé, il y a des musiques qui n'ont pas à côté de moi. J'espère que ça ne dérange pas. Je te rejoins totalement là-dessus, hein. S'il y a des contraintes, c'est derrière des contraintes factuellement imposées comme un rythme de delivery, un budget et autres, se cache souvent une culture d'entreprise très forte. Et ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on les fait évoluer. Donc c'est une question de aller comprendre quels sont les enjeux des personnes en position de poser ces contraintes et, et essayer doucement de les faire justement exprimer leurs enjeux. Ils ont peut-être parfois, dont ils ont peut-être parfois pas complètement confiance, un peu comme le disait Marilena, et les amener progressivement à évoluer vers une vue de on cherche à atteindre des objectifs, on cherche à réaliser des bénéfices en plus, avoir plus d'utilisateurs et autres, et mettre progressivement cette réflexion au premier plan par rapport aux contraintes de delivery ou de budget. Mais ça, c'est un temps, ça se fait sur un temps long, ça nécessite de créer de la confiance, de bien s'entendre avec ces personnes-là. C'est un travail vraiment de fond pour le coup quand on est dans un rôle de PM ou de PO. Et clairement, c'est une contrainte, c'est un sujet qu'on voit à chaque fois qu'on peut faire du product management dans quelque entreprise ou organisation publique que ce soit. Parce que rares sont les entreprises qui se sont construites tout de suite avec un mode produit. Et souvent, on a justement cette culture préexistante qui est là et avec laquelle on doit jouer. Merci. Même remarque que Clément, je ne sais pas si ça aide à répondre à la question, j'espère. Oui. On va passer à la deuxième question. Donc, comment gérer la résistance au changement de la part des parties prenantes ou des équipes de développement? Ah, ça, je veux bien commencer. Vas-y. La réponse, en fait, pour moi, elle est ultra simple. Dans le product management, il y a tout un type d'activité qui s'appelle le product discovery. Il faut considérer en tant que product que l'organisation, c'est un produit. Et notre rôle, c'est de partir à sa découverte. C'est-à-dire quoi? Partir à la découverte de l'environnement, partir à la découverte des utilisateurs et des stakeholders qu'on peut avoir entre nous, avec nous, pardon. Donc que ce soit des parties prenantes côté métier, des développeurs et autres, comprendre qui ils sont, aller discuter avec eux. Le travail en remote, c'est bien, mais aller prendre des cafés avec des collègues, c'est bien aussi pour apprendre à les connaître, apprendre à se connaître au-delà du projet, au-delà du produit. Et justement, comprendre quels sont les sujets un peu qui leur tiennent à cœur, les sujets où ils peuvent avoir de la résistance du changement. Et c'est en apprenant à connaître la personne derrière le rôle qu'on peut trouver des moyens de dépasser des blocages et faire évoluer les positions des acteurs avec qui on peut interagir tout au long de la construction d'un produit.
Pour moi, il faut juste faire du discovery au sein de son environnement. Faire simple. Et Je sais peut-être pas si ça pour, parle. Pardon. juste pour rebondir sur ce que tu disais, Tim, parce qu'effectivement, je suis entièrement en phase dans ces activités-là, de pouvoir, en fait, inclure les métiers qui prennent conscience de ces sujets et qui viennent avec vous. Très souvent, les métiers vont avoir une posture, côté moi en tout cas, ils pensent connaître leurs utilisateurs, ils n'ont pas besoin de faire ces activités. Ou quand on arrive par exemple en mission, ils nous disent, bah, vous allez faire ça parce que vous allez connaître les métiers et ce dont ils ont besoin. Et c'est intéressant qu'ils viennent avec vous pour que du coup il y ait un alignement entre tout le monde et qu'ils comprennent ce que vous voulez faire et que ça ouvre aussi un peu leur chakra qui permet derrière, heu, bah, de décloisonner certains biais. Je mettrais juste qu'a dit Timothée, effectivement, sur la partie discovery, parce qu'en fait, dans la question, on a deux types d'utilisateurs. On va avoir nos parties prenantes, sur qui généralement il faut plus convaincre de l'approche produit, de l'intérêt, comme disait Olivier, d'aller voir nos utilisateurs, de les comprendre et de répondre à leurs besoins. Et de l'autre côté, on a des autres types d'utilisateurs qui sont nos équipes de développement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que plus généralement, elles peuvent avoir eu des expériences douloureuses avec une méthode agile et il faut remettre en confiance. Et donc, il faut bien échanger avec ces utilisateurs particuliers pour comprendre pourquoi ça a bloqué avant et comment on peut les rassurer pour travailler dans de bonnes conditions et s'assurer qu'on va pouvoir bien avancer sur le delivery. D'accord, Enfin, merci. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Nicolas. Donc effectivement, je rejoins totalement ce côté discovery. Après, je trouve toute l'ambiguïté, c'est que en tant que PO, on nous appelle pas, enfin, on nous attend pas dans le rôle d'agent du changement. Pour autant, on l'est, mais ça veut dire qu'il y a une certaine acceptation qui doit se faire de dire, mon job au quotidien, c'est quand même que de m'assurer que je fais un bon produit, mais c'est pas d'aller changer l'environnement. Pour autant, on est convaincu, et encore plus je pense chez Wellpoint, qu'il y a des changements à faire pour adopter une approche plus orientée produit. Ces changements, c'est pas des bouleversements qui doivent être radicaux, sinon on se met en frontal et c'est très difficile de faire accepter des gros changements. Donc il faut y aller par petites touches. Mon conseil, c'est d'utiliser ce que vous faites au quotidien. Je prends l'exemple d'une démo, d'un daily, pour aller faire quelque chose, pour aller apporter quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent dans ce que vous avez l'habitude de faire. Typiquement, je prends un exemple, vous êtes en daily, vous êtes en démo, vous parlez d'une US et vous allez commencer à dire, OK, avant de parler de cette user story qui parle d'une solution, je vais juste rappeler le pourquoi on le fait, de qui il vient, quel est l'insight, quel est le feedback qui nous a permis de parler de cette user story et qui fait que maintenant on parle de cette user story. Ça, c'est une posture qui, sans imposer des choses à tout le monde, ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à j'imagine, votre daily ou votre démo qui sont très orientés sur le delivery, qu'est-ce qu'on doit faire, dans combien de temps, OK, on est en retard, etc. Un peu une gestion un peu Kanban des choses. Là, ça apporte un peu de prise de hauteur. Donc, voilà, ce serait le petit conseil, c'est d'utiliser ce que vous avez à votre disposition en termes de cérémonie, de moments, de points de rencontre pour aller apporter quelque chose de nouveau en termes de posture. Merci. On passe à la troisième question. Souvent, en grande entreprise, le PO peut se retrouver coincé entre les métiers et les MOA. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour ne pas être pris en sandwich? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu peut-être au-delà de la métaphore culinaire, un peu plus d'éléments sur ce qui est entendu par justement ce vocabulaire, le mot coincé? Parce qu'en soi, le rôle en PO, on est
on est entre différents interlocuteurs et on se doit justement de jouer un rôle d'intermédiaire, de priorisation. Donc, essayer de comprendre un peu plus, si possible, si la personne qui a écrit ce post-it peut nous éclairer un peu sur la question qu'elle avait derrière. Ouais, salut Timothée, c'est Mathilde. C'est moi qui ai écrit ça parce que moi je me suis retrouvée beaucoup dans cette situation-là. Beaucoup aussi dans des entreprises, dans des grosses entreprises plutôt aussi côté secteur public, où il y a une grosse hiérarchie, où c'est un peu la guerre entre les métiers et la MOA. On ne sait plus trop à qui on doit. Donc on est un peu tiraillé parce qu'en général, déjà, il faut aider à ce qu'ils s'entendent entre eux, ce qui est déjà une première problématique. Et la deuxième, c'est que du coup, ils profitent j'allais dire, du PO consultant, là, dans ce sens-là, pour en fait, les métiers te disent fais passer ça à la MOA te dit fais passer ça au métier, et de comment on arrive en fait à jouer à jouer ce ping-pong entre les deux et à pas être soit à la botte des métiers, soit à la botte de la MOA. C'était dans ce sens-là, je sais pas si c'est plus clair. Si, ça me rappelle des belles expériences d'ailleurs. Et c'est en tout cas ma façon d'aborder le sujet. Ça me fait penser aussi à un post-it que j'essaie de retrouver, mais que je n'ai pas sous les yeux, sur le côté aller vers plus de remonter un peu sur l'amont, sur le discovery, quand ce n'est pas forcément la culture de l'entreprise. Il y a un post-it qui était un peu dans ce sens-là de mémoire. L'idée, c'est soit forcément au début, quand on arrive dans ce type d'environnement, on subit ce fonctionnement-là. Il faut accepter de l'endosser au début. Ça fait partie de la situation de départ. Le point après, c'est un peu comme on le disait au tout début avec les propos de Marie-Léna, c'est toutes ces personnes-là, il faut arriver à remettre en perspective leurs enjeux. Leurs enjeux, c'est pas de faire un ping-pong et de servir du PO pour passer des messages à des personnes avec qui ils n'ont plus envie de parler. Les enjeux, c'est ceux du coup de l'organisme public en l'occurrence dans ton exemple, qui sont de produire des solutions, des services digitaux qui vont rendre des services, pour le coup, aux usagers. Donc c'est une façon d'arriver à dépassionner ce débat et arriver à limiter le temps consacré à faire le rôle de ping-pong. C'est d'arriver à remettre les usagers au cœur des discussions, de remettre les enjeux et ce qu'on cherche le service qu'on cherche à fournir aux usagers au cœur des discussions, au travers de story mapping, au travers d'éléments de discovery qu'on peut partager. Et en fait, défocuser l'attention qui peut être mise par les métiers ou là et moi à juste taper sur la tête de l'autre, pour les focaliser sur, OK, notre travail, c'est d'apporter de la valeur aux usagers. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment est-ce qu'on peut les servir au quotidien? Et c'est du coup adopter ce rôle un petit peu de personne qui va aller chercher à faire bouger un peu les perspectives et les champs de discussion et d'échange de ces populations-là. Encore une fois, le point de départ que tu évoques, c'est un point, on le voit souvent, hein, c'est des organisations qui ont une culture et un legacy culturel très très fort et qui n'est pas en mode produit. On doit faire avec. Et nous, on n'est pas là pour leur porter la bonne parole de il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, surtout pas. On est là pour les influencer un petit peu, les aider à se remettre sur les vrais sujets, en l'occurrence, servir les usagers au travers de services digitaux et remettre ça au cœur du débat. Je sais pas si ça Et aide. pour aller dans ton sens, Timothée, le pouvoir de la question, je pense. Ne pas hésiter à poser, reformuler des questions pour faire reformuler, que ça soit métier à moi, ce qu'ils ont et ce dont ils pensent être leur vision, ce qu'ils pensent être en tout cas le besoin du client et l'enjeu. Je te rejoins et Reformuler, poser des questions, voilà. avec une bonne dose d'empathie. Ouais. Alors là, je ne sais pas qui est autour du call, mais voilà, il m'est arrivé justement à jouer à ça, à essayer de. J'étais un petit peu bête et méchant sur la façon de le faire parfois pour faire comprendre à la personne qu'elle n'était pas sur le bon sujet. Il m'est arrivé de faire pleurer des métiers.
parce que à poser des questions auxquelles ils n'avaient pas forcément réfléchi, ils n'avaient pas forcément les réponses. Donc faut poser les questions, mais c'est là l'important aussi, l'importance d'être, en présentiel avec ces personnes-là, c'est de pouvoir sentir à quel moment on est en train de les faire potentiellement basculer dans une zone où ils sont en inconfort et en incapacité de répondre. Et là, c'est pas la peine d'insister. Ils ont compris, ils se posaient pas les bonnes questions, il faut les laisser réfléchir à leurs réponses, il faut pas forcément les enfoncer dans le fait qu'ils n'étaient pas sur les bons sujets. Voilà. Pour avoir fait une belle sortie de route sur ce sujet-là par le passé, c'est vraiment important d'être attentif à ça, en fait. J'ai vu un time's up arriver sur mon écran puis partir. Oui. Pour nous dire qu'on parle trop? Non, pas du tout. On n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions, mais du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, à la partie où vous allez encore une fois écrire. On aimerait bien que vous nous proposiez de nouvelles thématiques pour, les prochains Wake Up Café, donc les thématiques que vous souhaiterez qu'on aborde, qu'on n'a pas encore fait ou ça nous ferait plaisir, d'en savoir davantage. Donc juste ici. Et sinon, en attendant, pour info, j'ai noté donc les différents éléments de réponse et les points pratiques dans la partie au milieu de ce klaxon. Donc, ça vous permet de revenir sur ce klaxon pour voir quelles sont les bonnes pratiques dans la posture du product owner. Merci, Yann. Voilà. Et les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, du coup, ça nous fait des idées de thèmes aussi pour les prochains Wake Up Café, mais n'hésitez pas à nous partager les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. C'est important parce que ces Wake Up Café, du coup, on les fait pour vous, donc autant que ça soit sur des sujets qui vous intéressent. Exactement. Donc je fais déjà une première, réponse, Product Ops. Ne soyez pas timide. Du coup, n'hésitez pas à réécrire, juste après, si vous n'avez pas d'idée maintenant, de réécrire, les thématiques, qui peuvent vous intéresser et je vais juste vous demander du coup de laisser votre feedback, heu, pour savoir ce que vous en avez pensé. Juste ici. Je vois qu'on arrive à la fin du Wake Up Café. Je voulais d'abord, vous remercier d'avoir pris la peine de vous connecter et remercier les experts d'avoir, pris la peine de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt au prochain Product, Wake Up Café. Merci beaucoup.